Bonjour, ceci est la leçon 16 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. En 1973, après la fin des opérations militaires, les grandes puissances, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, se mettent d'accord pour organiser une conférence à Genève pour régler le conflit. L'Égypte, Israël et la Jordanie acceptent l'invitation à cette conférence, la Syrie la refuse. Un certain nombre de discussions ont lieu qui portent uniquement sur les procédures qui devraient être appliquées dans la poursuite de la réunion, et celle-ci est suspendue. Elle n'est pas interrompue, elle est renvoyée à une date ultérieure. Les vraies négociations se feront par ailleurs sous l'égide des États-Unis, dont le secrétaire d'État, c'est Kissinger, je vous l'ai déjà dit, qui est secrétaire d'État des États-Unis, donc ministre des Affaires étrangères, et qui fait des navettes par avion entre le Caire et Jérusalem, entre Damas et Jérusalem, pour trouver les clauses, les règles d'un désengagement des forces pour que les forces armées ne restent pas à l'endroit où elles sont à la fin des combats, qui sont des positions très, très dangereuses. Ces accords de désengagement, il y en aura deux, un avec l'Égypte qui est convenu très rapidement, il est signé le 18 janvier 1974. Les Israéliens retirent toutes les forces qui avaient franchi le canal de Suez et qui étaient du côté ouest du canal, sur le territoire de l'Égypte, et ils évacuent toutes leurs positions sur la rive orientale du canal. Ils s'éloignent du canal de Suez pour permettre à l'armée égyptienne d'occuper entièrement les deux rives du canal. Donc il va y avoir des forces égyptiennes désormais dans le Sinaï, à l'est du canal de Suez, et il y aura une zone tampon entre les deux armées occupée par des casques bleus de l'ONU qui sont là pour superviser le respect du cessez-le-feu. Avec la Syrie, les négociations vont être beaucoup plus difficiles. Elles aboutissent le 31 mai 1974. Les Israéliens acceptent de revenir presque exactement aux lignes qui étaient les lignes de cessez-le-feu depuis 1967. L'armée israélienne, dans le cours des opérations, avait repoussé l'armée syrienne et avancé plus loin que les lignes de 1967 et était rendue plus proche de Damas. D'où l'importance d'avoir un accord de désengagement, d'ailleurs pour les faire se retirer de cet endroit-là où leur présence était extrêmement dangereuse. Les Israéliens n'évacuent des territoires qu'ils occupent depuis 1967 que la ville de Quneitra, qui était déjà à la limite entre la zone d'occupation israélienne et le territoire encore contrôlé par les Syriens. Cette ville de Quneitra, elle a été évacuée par sa population civile en 1967. Elle est à peu près complètement en ruine en 1974, lorsque les Israéliens s'en retirent. Donc, la Syrie, dont je vous ai dit dans la leçon précédente qu'elle a eu des pertes, des destructions sur son territoire très importantes dans cette guerre, la Syrie ne récupère presque rien, alors que l'Égypte a un bénéfice territorial, n'est-ce pas, de reprendre entièrement le contrôle militaire du canal de Suez. Un deuxième accord de désengagement va avoir lieu plus tard, seulement avec l'Égypte, là aussi sous l'égide de Kissinger. Alors, je vous montre des cartes. Vous avez à gauche la carte de l'accord de désengagement de 1974 sur le canal de Suez, avec la zone occupée par l'armée égyptienne, la zone occupée par l'armée israélienne et la zone contrôlée par l'ONU entre les deux. Et puis vous avez à droite l'accord de 1975. Alors vous voyez que l'armée israélienne recule
par rapport aux positions de 1974, la zone contrôlée par les inspecteurs, par les soldats, les casques bleus de l'ONU, devient beaucoup plus large, et parmi ces forces de casques bleus, il va y avoir des observateurs militaires américains, ce qui contribue beaucoup à stabiliser la situation militaire, parce que le fait que la zone qui sépare les Égyptiens des Israéliens soit devenue beaucoup plus large, ça rend plus difficile de lancer une attaque, ou ça rend plus difficile qu'il y ait des incidents à la limite entre les deux. Et si l'un des deux pays voulait rouvrir les hostilités, il faudrait soit qu'il demande le départ des militaires américains, comme l'Égypte avait demandé le départ des casques bleus en 1967. Mais là, c'est beaucoup plus difficile à demander parce qu'il y a des Américains parmi eux. Israël a absolument besoin du soutien des États-Unis, ne peut pas se permettre soit de s'opposer, de demander le départ des militaires américains si les États-Unis ne sont pas d'accord, soit de les mettre en danger en ouvrant des opérations militaires alors qu'il y a des Américains qui sont là entre les Égyptiens et les Israéliens. Et c'est presque la même chose pour l'Égypte, parce que le gouvernement égyptien à ce moment-là, et c'est très clair, est en train de chercher à avoir un soutien très, très actif des États-Unis. Ne cherche pas du tout à entrer en conflit avec les États-Unis. D'autres aspects importants de l'accord de désengagement de 1975, c'est, vous voyez sur la carte, il y a une longue ligne là, le long de la mer Rouge, qui représente du territoire récupéré par l'armée égyptienne pour aller au-delà d'une position qui s'appelle Abu Rodeis. Peut-être vous pouvez le lire sur la carte, c'est écrit en petit. À Abu Rodeis, il y a un gisement de pétrole qui s'est développé depuis sous l'occupation israélienne. Donc l'Égypte récupère les ressources pétrolières à cet endroit-là. Elle accepte de s'engager à livrer du pétrole, à vendre du pétrole à Israël, et les États-Unis acceptent de garantir l'approvisionnement en pétrole d'Israël si l'Israël ne pouvait plus être approvisionné par l'Égypte. L'Égypte s'engage à rouvrir le canal, enfin elle annonce qu'elle va rouvrir le canal, ce qui est extrêmement avantageux pour elle. Ça va prendre un gros travail parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été abîmées dans le canal de Suez pendant la guerre d'usure et ensuite pendant la guerre de 1973. Le canal ne sera rouvert qu'au milieu de l'année 1976 et les Égyptiens laisseront passer dans le canal les navires à destination d'Israël. Donc la situation de la liberté de navigation pour les Israéliens sera meilleure qu'elle n'a jamais été depuis 1948. Enfin, une des conséquences de cet accord de désengagement, qui est extrêmement important, c'est que l'état de guerre entre les deux pays prend fin. Il y aura un vrai traité de paix plus tard, mais l'état de guerre au sens juridique prend fin. Les deux pays s'engagent à régler les éléments de conflit qui subsistent entre eux sans recourir à la force. Il est clair qu'il y a encore des éléments de conflit. L'Égypte ne peut pas accepter cet accord comme un accord définitif, puisque une bonne partie, la majeure partie du Sinaï, qui est du territoire égyptien, reste occupée par Israël. Donc ça ne peut pas être un accord définitif, mais la suite du conflit, les deux pays s'engagent à ne pas les régler par la guerre, à ne plus se faire la guerre. Alors cet accord, il est signé finalement le 4 septembre 1975. Ça a présenté des difficultés apparentes. L'accord était rédigé complet au mois de juin et Israël refusait de l'accepter. Les États-Unis ont dû faire des pressions sur Israël, appliquer des sanctions, suspendre la livraison de certains avions de combat qui s'étaient engagés à livrer à Israël. Alors, c'est intéressant parce que d'une certaine façon,
c'est la deuxième fois, la plus importante depuis 1957, que les États-Unis utilisent vraiment leur capacité de pression sur le gouvernement israélien pour l'obliger à accepter certaines choses. En 1957, ils ont obligé le gouvernement israélien à évacuer Gaza et ça n'était pas facile. Là, c'était des vraies pressions. En 1975, c'est plus douteux parce que finalement, cet accord, il est extraordinairement avantageux pour la sécurité d'Israël en rendant quasiment impossible à l'avenir une reprise de la guerre par l'Égypte. Et le fait d'avoir cédé un peu de territoire à proximité du canal de Suez, c'est pas une concession bien importante pour Israël. Les garanties de sécurité que comporte cet accord de désengagement sont excellentes. J'ai tendance à penser que le premier ministre israélien à ce moment-là, c'est Rabin, qui était un homme assez raisonnable. Je suis persuadé qu'il était capable de se rendre compte de ça et que sa résistance à la signature de l'accord et la nécessité des pressions américaines était un peu une mise en scène. À la différence de ce qui s'était passé en 1957, où ce n'était pas une mise en scène du tout. Là, je crois que c'était une mise en scène, que pour vaincre les réticences ou les oppositions de certains de ses adversaires en Israël, Rabin avait besoin de dire, vous voyez, il y a des pressions américaines et donc nous sommes obligés d'accepter cet accord de désengagement. Et je pense que c'était une part de mise en scène, j'ai aucune preuve de ça. C'est une supposition personnelle, ça semble extrêmement bizarre qu'un gouvernement israélien en 1975 ait eu du mal à accepter quelque chose qui était une amélioration considérable par rapport à l'accord de 1974 du point de vue de la sécurité du pays. L'accord de 1975, c'est donc un accord qui est provisoire, mais qui est stable et qui aurait pu durer pendant très longtemps. Et ça, c'était dangereux pour Sadat, parce que il voulait évidemment récupérer tout le Sinaï. Et c'était important qu'il le fasse, non pas tellement à cause de l'importance des ressources du territoire, qui sont très peu importantes, mais pour des raisons symboliques. Il y avait beaucoup de gens en Égypte qui étaient opposés à sa politique. Et il ne fallait pas que ses adversaires en Égypte puissent l'accuser d'avoir abandonné une partie du territoire sacré de la patrie. Il y a un symbole là, et un symbole qui est difficile à ne pas respecter pour un gouvernement. Donc Sadat, il fallait, pour avoir une paix complète, qu'il obtienne la libération de la totalité du territoire national et le caractère durable, le caractère solide de l'accord de désengagement de 1975 était d'une certaine façon dangereux pour lui, politiquement. Il fallait qu'il trouve le moyen de débloquer la situation, comme il l'a fait par la guerre en 1973, où il a déjà fait une surprise pour rendre possible un processus de négociation. Là, il faut qu'il fasse une surprise de nouveau pour rendre possible la poursuite d'un processus de négociation. Cette nécessité pour lui de débloquer la situation va être accélérée ou amplifiée par deux nouveautés, deux choses qui vont intervenir en 1977. La première, c'est l'arrivée au pouvoir en Israël du Likoud. Le Likoud est un parti politique qui a été formé en 1973 en faisant fusionner le Hérout, qui devient la composante principale du Likoud, avec des petits partis politiques, peu importe pour nous ce qu'étaient ces partis. Begin, le chef du Hérout, devient le chef du Likoud et le programme politique du Likoud, pour l'essentiel, c'est le programme du Hérout. Aux élections de mai 1977, le vote travailliste
diminue de façon très importante. Vous vous souvenez que les travaillistes ont eu 54 sièges aux élections du 31 décembre 1973. J'ai dit 54 sièges, ils en ont 35 aux élections de 1977. Et le Likoud devient le plus grand parti politique dans le Parlement, fait une coalition, parce qu'il n'a pas la majorité absolue, il faut 60 sièges pour une majorité absolue dans le Parlement israélien, enfin 61 sièges sur 120, et il arrive à créer une coalition et il devient chef du gouvernement. Alors, cette première défaite des travaillistes, elle est importante dans l'évolution de la politique israélienne. Jusque-là, Israël a toujours été gouverné par des travaillistes. Elle est la conséquence d'éléments circonstanciels. Il y a eu, très peu de temps avant l'élection de 1977, la création d'un nouveau parti politique centriste, le Dash, qui va prendre un grand nombre d'électeurs aux travaillistes, une bonne partie des pertes électorales des travaillistes. En 1977, ce n'est pas le Likoud qui a pris des voix aux travaillistes, c'est le Dash qui a pris des voix aux travaillistes. Un autre élément circonstanciel, c'est que pour des raisons à la fois absurdes, curieuses, intéressantes, mais trop longues à expliquer, Rabin a été conduit, il n'était pas vraiment obligé, il a choisi de démissionner comme chef du Parti travailliste au début de l'année 1977, et il est remplacé par Shimon Peres. Peres, qui est l'homme politique israélien le plus populaire en France, pour des raisons que j'ignore, était en Israël un homme politique moins populaire que Rabin. Et peut-être que si le Parti travailliste était resté dirigé par Rabin, le Parti travailliste n'aurait pas perdu l'élection de 1977. Évidemment, on ne le saura jamais. Ces éléments circonstanciels ont joué un rôle, mais la victoire du Likoud, la défaite des travaillistes, correspond à une évolution à long terme de la politique intérieure israélienne qu'il faut comprendre à cause de l'influence que ça aura sur la suite du conflit. Une des caractéristiques de l'évolution d'Israël à cette époque, c'est la diminution du poids démographique dans la société des juifs immigrés d'Europe avant la création de l'État ou de leurs enfants, pas nés en Israël, mais qui sont des enfants d'immigrants venus d'Europe, de l'Est, qui étaient très souvent des socialistes, des gens très à gauche idéologiquement, et qui étaient la base principale du Parti travailliste. Et au contraire, la montée du poids démographique des Juifs immigrés après l'indépendance de l'État d'Israël, donc en 1949 ou au début des années 50, et qui immigrent principalement des pays arabes, où il y avait des communautés juives importantes qui, presque entièrement en conséquence de la création de l'État d'Israël et des conséquences que ça a dans les pays arabes, vont immigrer en Israël. Et ça, là, c'est une population dont les traditions idéologiques sont très différentes de celles des Juifs européens, qui se sentent désavantagés dans la société israélienne et qui vont devenir la base électorale du Likoud. Ce Begin, cet homme typiquement juif européen, polonais du début du XXe siècle, devient une sorte de héros aux yeux de juifs extrêmement différents, qui sont des juifs originaires des pays arabes. Il y a peut-être deux autres éléments qui ont joué. Une certaine américanisation de la société israélienne après 1967. Avant 1967, Israël est une sorte de petit pays européen en dehors d'Europe. La population vient d'Europe, la culture est européenne et les liens principaux sont avec la Grande-Bretagne et surtout avec la France, qui est l'allié principal d'Israël jusqu'en 1967.
Après 1967, l'allié principal, c'est les États-Unis. Beaucoup plus d'Israéliens vont aller aux États-Unis, beaucoup plus d'Américains, notamment de Juifs américains, vont se rendre en Israël. Les échanges dans les médias, entre les universités, etc., vont devenir beaucoup plus importants. Et il y a je dirais un mimétisme culturel qui marche dans les deux sens d'ailleurs, entre la société israélienne et la société américaine. Il y a une certaine américanisation de la culture politique en Israël qui se fait après 1967, qui a continué à s'amplifier depuis d'ailleurs par rapport à ce qu'était la situation d'Israël, situation interne d'Israël avant 1967. Il y a peut-être aussi la tentation de l'annexion chez certains Israéliens. Le Hérout avait dans son programme l'annexion de la Cisjordanie. Avant 1967, la plupart des Israéliens considéraient que ça, c'était un projet irréalisable et déraisonnable. Après 1967, ça devient un projet beaucoup moins déraisonnable. Le Likoud a toujours le même type de programme déclaré, pas d'annexion des territoires, et maintenant, ça semble plus réalisable. La victoire du Likoud en 1977 représente aussi une amplification de la volonté d'annexion des territoires qui existait déjà dans la population israélienne, mais qui devient beaucoup moins minoritaire et surtout qui est maintenant présente dans le gouvernement, pas dans le programme du Likoud, le principal parti de la coalition gouvernementale. Bon, ils ne vont pas, pendant longtemps, ils ne vont pas annexer grand-chose de plus à cause des problèmes politiques que ça poserait avec le reste du monde et notamment avec les États-Unis. Mais la volonté d'annexion, elle est claire à partir de ce moment-là dans le gouvernement israélien. Donc pour Sadat, c'est inquiétant cette histoire. Le Likoud au pouvoir représente le risque qu'il ne soit plus possible jamais de faire bouger la situation par des moyens diplomatiques. Le deuxième événement de 1977, moins important, qui probablement aussi va accélérer la volonté de Sadat de débloquer la situation, c'est le fait que les États-Unis cherchent à relancer la conférence de Genève de 1973, de décembre 1973, dont je vous ai parlé au début de cette leçon. Le président des États-Unis, en 1977, c'est Carter, un démocrate, qui va, je crois, avec beaucoup de bonne volonté, un certain courage, essayer de régler le conflit israélo-égyptien et même peut-être le conflit israélo-arabe dans son ensemble, et qui, en 1977, pense que ça serait bien de reconvoquer la conférence de Genève. Or, la conférence de Genève, elle était co-présidée, vous vous en souvenez, par les États-Unis et l'URSS. Et entre 1973 et 1977, Sadat est devenu complètement une bête noire pour les Soviétiques. Quelqu'un de complètement détestable. C'est lui qui leur a fait perdre leur allié égyptien. C'est lui qui est en train de transformer l'Égypte en un allié des États-Unis. Il n'achète plus une seule arme en Union soviétique. Il a acheté énormément d'armes jusqu'en 1973 pour faire la guerre de 1973. Là maintenant, il est en train d'essayer de revendre ça d'occasion quand il trouve des acheteurs pour rééquiper son armée entièrement avec du matériel américain. Et même, il a décidé, Sadat a décidé un moratoire sur le service de la dette envers l'Union soviétique. L'Égypte a une dette énorme envers l'Union soviétique et Sadat décide un moratoire, donc non seulement du remboursement de la dette qui se serait échelonnée jusqu'au XXIe siècle si l'Égypte avait dû la rembourser, et non seulement de la dette mais de l'intérêt sur la dette. Donc en 1977, Sadat, il ne veut à aucun prix avoir à négocier avec les Israéliens dans un cadre où l'URSS a son mot à dire. Bon, ça, c'est vraiment exclu à ses yeux. Et pour débloquer
la situation, il va réaliser la troisième surprise. Sadat a surpris tous les observateurs de ce conflit 3 fois. La première fois en 1972, quand il demande le départ des conseillers soviétiques dans son armée. En 1973, en déclenchant une guerre. Et en 1977, en se rendant en visite à Jérusalem, le 21 et 22 novembre 1977. Alors, il y a une mise en scène, il y a une réalité. La mise en scène, c'est Sadat, dans un discours devant son propre parlement au Caire, fait une déclaration extrêmement lyrique dans laquelle il dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour éviter qu'il y ait de nouveau une guerre dans laquelle des jeunes Égyptiens seraient tués, etc. Et que pour ça, il est prêt à tout, même à aller au Parlement israélien à Jérusalem pour négocier avec les Israéliens. Le gouvernement israélien le prend au mot, lui envoie une invitation. Il arrive en Israël 2-3 jours après, à la surprise générale. Donc il arrive le 21 novembre, le 22 novembre, il fait un discours magnifique d'ailleurs au Parlement israélien devant tous les députés. Alors nous savons aujourd'hui que tout ça a été convenu à l'avance, qu'il y avait des émissaires égyptiens et des émissaires israéliens qui s'étaient rencontrés notamment au Maroc. Le Maroc est un pays arabe, c'est un pays qui a toujours eu des liens avec Israël, il y a toujours eu des contacts avec des Israéliens, tout ça a été discret, n'était pas officiel. Mais le Maroc, c'est aussi le pays arabe où un certain nombre de Juifs ont pu rester malgré le conflit israélo-arabe. Les Juifs vivant dans les autres pays arabes sont tous partis à un moment ou à un autre, plus ou moins obligés. Au Maroc, il reste jusqu'à aujourd'hui une population juive non négligeable. Tous ne sont pas partis, beaucoup de ceux qui sont partis sont venus au Canada d'ailleurs, et non pas en Israël. Donc le Maroc a des bonnes relations non déclarées avec Israël depuis longtemps, et le Maroc était l'endroit idéal pour faire ce genre de rencontres discrètes, pour préparer le scénario que je viens de vous raconter. La déclaration de Sadat et puis l'invitation faite par le gouvernement israélien en sachant que l'invitation va être acceptée. Alors, le discours à la Knesset, au Parlement israélien, est un discours extraordinaire dans lequel Sadat évoque l'histoire des Juifs et des musulmans, les Juifs et des Arabes dans le passé, évoque le conflit depuis le début. Il a une phrase, je trouve, très belle, dans laquelle il dit pendant très longtemps, la création de votre État est apparue comme une injustice aux Arabes et était inacceptable par nous. Aujourd'hui, je peux vous dire, soyez les bienvenus parmi nous. C'est une phrase extraordinaire dans le conflit israélo-arabe. Ce discours est assez clair sur beaucoup de choses. Il déclare très clairement, je veux faire la paix avec vous, mais je ne veux pas faire la paix tout seul. Je ne suis pas ici pour avoir une paix séparée entre Israël et l'Égypte. Nous savons que ça va se finir comme ça. Mais ce n'est pas sûr du tout que c'était l'objectif au départ. Je ne veux pas faire une paix séparée, il faut faire la paix avec l'ensemble des pays arabes qui sont en guerre, et il faut faire une paix qui rétablisse la justice pour les Palestiniens des territoires occupés. Et il insiste beaucoup là-dessus. Alors, le résultat de ce discours est de rendre très difficile pour des dirigeants israéliens de dire ce qu'ils disaient en 1971 ou 72 quand Sadat proposait un accord de paix avec Israël, de dire il n'est pas sérieux, on ne peut pas lui faire confiance. S'il prend le risque de venir jusqu'à Jérusalem et de faire un discours avec ce type de déclaration dans le discours, on est obligé de le prendre au sérieux. Il y a des Israéliens qui vont dire c'est un piège, faites attention, c'est juste pour qu'on baisse notre garde, en fait il est en train de se préparer à nous attaquer, mais il y a presque personne qui croit cela. Le deuxième effet du discours de Begin, de Sadat à Jérusalem,
c'est de créer un soutien aux États-Unis. Il y a déjà un soutien du gouvernement américain à la politique égyptienne, mais de créer un soutien dans l'opinion publique aux États-Unis, y compris chez beaucoup de juifs américains, qui vont se dire on a enfin là une possibilité de faire la paix entre Israël et les Arabes, et il serait inacceptable, il serait criminel de la faire rater. Israël a toujours eu aux États-Unis une opinion publique beaucoup plus favorable que l'opinion publique qui peut exister en faveur des Arabes, qui est beaucoup plus faible. Tout d'un coup, je dirais, Sadat a une opinion publique aux États-Unis, une partie de l'opinion publique aux États-Unis qui se met à l'admirer, qui se met à penser que effectivement, il faut soutenir cet homme qui représente une chance de paix au Moyen-Orient. À partir de là, des négociations directes s'engagent avec des rencontres entre le président égyptien, le premier ministre israélien, Begin, etc. Des négociations qui n'aboutissent à rien. Begin insiste pour conserver une partie des territoires égyptiens. Il pense que si on négocie, on doit partager le gâteau et que Israël doit garder quelque chose des territoires occupés dans le Sinaï. Il ne se rend pas compte, je crois, que Sadat est obligé de retrouver tout le territoire national pour que le traité soit durable. C'est pas qu'il ne peut pas faire de concessions de ce type. Les Israéliens demandent des garanties de sécurité, avec donc des zones démilitarisées dans le Sinaï, ce qui là est, je crois, une demande raisonnable de la part des Israéliens. Je pense le raisonnement légitime des Israéliens, qui est fait par beaucoup d'entre eux, après 1967, c'était de dire « nous avons occupé ces territoires en 1967 parce qu'ils étaient utilisés pour exercer contre nous une menace directe très grave, on les rendra quand on aura des garanties qu'ils ne soient pas utilisés de nouveau pour nous menacer. » Ça, c'est une demande raisonnable, je trouve, pour que la paix soit possible entre Israël et les voisins. Il faut qu'Israël accepte d'évacuer tous les territoires qu'il a pris aux voisins, et il faut que les voisins acceptent des garanties de sécurité vraiment très sérieuses en faveur d'Israël. Et donc les Israéliens demandent des zones démilitarisées dans le Sinaï. Sadat fait des déclarations ironiques en disant je vais demander une zone démilitarisée aussi grande du côté israélien de la frontière que du côté égyptien. Comme le Sinaï, à lui tout seul, c'est beaucoup plus grand que tout le territoire d'Israël. C'est évidemment impossible d'avoir des deux côtés de la frontière des zones démilitarisées qui soient de la même taille. Donc on a un petit peu un dialogue de sourds dans les négociations. Après novembre 1977, la situation va débloquer lorsque les Américains vont s'en occuper. Une des observations, je crois, que montre cette histoire et qui reste vraie pour l'avenir, pour toutes les autres tentatives de négociation. On verra la même chose avec les accords d'Oslo en 1993 entre Israël et l'OLP, que les grandes négociations officielles convoquées par les grandes puissances, ça ne donne jamais rien. Les deux adversaires ou les différents adversaires répètent leur discours de propagande et rien ne bouge. Lorsque les choses bougent, c'est lorsque les adversaires se sont rencontrés en privé, ont pu parler sans que personne les écoute, en dehors de leurs interlocuteurs directs, et ont pu élaborer des terrains d'entente. Mais une fois qu'ils ont élaboré des terrains d'entente, ils ont absolument besoin des États-Unis pour garantir l'application de l'accord, parce que les États-Unis sont, depuis 1967, le seul pays qui a des moyens réels de pression sur Israël. Un accord entre Israël et les voisins, ça peut durer si les États-Unis en sont garants et si les voisins acceptent que ce soit les États-Unis qui soient les garants de la paix. Alors,
problème, je crois, de l'Égypte, de la Syrie et de tous les autres pays arabes, c'est qu'on peut faire la guerre contre Israël avec le soutien de l'Union soviétique, avec des armes soviétiques, mais ça ne marche pas. Et si on veut faire la paix, il faut avoir l'appui des Américains. Et les États-Unis doivent intervenir dans le processus à un moment ou à un autre pour que cette négociation israélo-égyptienne débouche sur quelque chose. Et c'est ce que va faire Carter en septembre 1978. Il convoque une conférence à Camp David, qui est une espèce de résidence de campagne pour le président des États-Unis, avec toute une série de chalets, là où on peut loger des gens, où ils peuvent négocier sans qu'il y ait de journalistes à venir les embêter, s'expliquer à fond entre eux. Donc Sadat, un certain nombre de collaborateurs, Begin, un certain nombre de collaborateurs, et Carter, avec un certain nombre de collaborateurs, vont négocier entre eux pendant plusieurs jours. Quand on lit le récit complet de ces négociations, ce qui apparaît très souvent, c'est que la négociation, elle est tout le monde contre Begin. Pas que Carter ne peut pas prendre tout le temps le point de vue de Sadat, soutenir tout le temps la position de Sadat, mais il doit très souvent faire pression sur Begin pour que Begin se rapproche de la position de Sadat. Et même les deux principaux collaborateurs de Begin à la négociation, qui sont Weizmann. Je crois que j'ai déjà prononcé le nom de cet homme qui était le numéro 2 de l'état-major en 1967, donc un général en retraite, qui a eu un rôle important dans la création du Likoud, d'ailleurs en 1973, de l'alliance entre le Hérout et d'autres partis politiques. Il est donc devenu une personnalité très importante du Likoud, et c'est lui qui est ministre de la Défense dans le gouvernement. Et Dayan, qui a quitté le parti travailliste pour devenir ministre des Affaires étrangères de Begin. Donc Dayan, considéré comme un traître maintenant par les travaillistes, mais qui a eu, je crois, un rôle assez utile dans la négociation de Camp David. Et Dayan et Weizmann sont, avec prudence et à demi-mot, ceux qui essaient de faire entendre raison à Begin, parce que Begin se comporte dans la négociation discrète ou secrète, comme s'il était en public, c'est-à-dire répète les grands principes, répète les slogans sur la légitimité de l'État d'Israël, la légitime défense de la guerre de 1967, etc. N'est-ce pas? Que pour arriver à lui faire accepter une solution raisonnable, c'est-à-dire une solution qui peut aussi être acceptée par les Égyptiens en face, il faut perpétuellement faire pression sur lui. Cette négociation aboutit à un accord en deux parties. D'abord, un projet de traité de paix entre Israël et l'Égypte. Traité de paix qui sera signé à Washington le 26 mars 1979. Ce traité de paix prévoit l'évacuation complète du territoire égyptien par les Israéliens, ce qui n'inclut pas Gaza. Gaza, c'était du territoire palestinien, je vous l'ai déjà dit, ça n'a jamais été annexé par l'Égypte, et donc Gaza n'est pas concerné par le projet de traité de paix entre Israël et l'Égypte. Il y aura une démilitarisation contrôlée, d'une zone démilitarisée du côté égyptien et du côté israélien. Alors du côté israélien, elle a 1 km de large, elle est minuscule, elle est mise là juste pour des raisons de symbolique, pas pour donner l'impression que la démilitarisation elle est réciproque. Les zones démilitarisées du côté égyptien, elles sont au contraire beaucoup plus importantes. Il doit y avoir des forces de l'ONU et des observateurs américains dans ces zones démilitarisées. L'URSS, au Conseil de sécurité, va bloquer la création de cette force de l'ONU, ce qui confirme l'idée que Sadat ne pouvait rien attendre de bon de l'URSS. Et donc,
la force de maintien de la paix qui est mise dans le Sinaï à la suite de ce traité de paix et qui est toujours dans le Sinaï aujourd'hui, ce n'est pas une force de casque bleu de l'ONU. C'est une force internationale de maintien de la paix formée en application du traité de paix entre Israël et l'Égypte et dans lequel il y a des troupes américaines et des alliés mineurs des États-Unis. Je pense qu'il y a eu à un certain moment des soldats du Salvador, des soldats des îles Fidji, pays comme ça, pour que ça ait l'air d'être une force internationale. En fait, c'est presque une force d'interposition américaine qui est dans le Sinaï aujourd'hui entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne, ce qui est dans le contexte politique actuel. Bon, les États-Unis pourraient changer complètement et ça cesserait d'être vrai, mais dans le contexte politique pour l'avenir prévisible, c'est la meilleure garantie que l'on puisse avoir qu'il n'y aura pas de reprise de guerre, d'opérations militaires sérieuses entre Israël et l'Égypte. Le retrait des troupes israéliennes doit être fait progressivement en 3 ans et il sera achevé effectivement en mars 1982. Donc ce traité qui est signé, non pas à Camp David, ça c'est le projet de Camp David, mais le traité qui est signé à Washington le 26 mars 1979 est effectivement appliqué complètement depuis mars 1982. Avec un petit problème que je vais signaler une seconde tout de suite. Et puis, l'accord de Camp David comporte une deuxième partie beaucoup plus longue que le projet de traité de paix entre Israël et l'Égypte. C'est un projet de règlement global du conflit avec les Palestiniens. Alors ça imagine le scénario suivant, c'est qu'il va y avoir une négociation entre Israël, l'Égypte, qui signe l'accord, et la Jordanie, à qui on va demander de s'associer au processus pour organiser l'élection d'une autorité dans les territoires occupés élue par les Palestiniens. Cette autorité va disposer d'une autonomie pendant 5 ans en Cisjordanie et à Gaza, donc dans les territoires où vivent les Palestiniens qui sont sous occupation israélienne, et pendant cette période de transition de 5 ans, où il y aura une autonomie de ces territoires, il y aura une négociation entre Israël, l'autorité palestinienne, la Jordanie et l'Égypte pour décider le statut final de ces territoires. On ne dit rien de ce statut final. Ça peut être l'indépendance, ça peut être l'autonomie, ça peut être le rattachement à la Jordanie, ça peut être l'annexion par Israël, ça peut être... Tout ça devra être négocié plus tard, lorsqu'il y aura cette autorité palestinienne avec laquelle on peut négocier. Sadat voulait, à Camp David, que les Israéliens s'engagent pendant la période de transition à arrêter le développement des implantations civiles juives dans les territoires occupés. Begin a refusé pour sauver la négociation. Carter a inventé un artifice qui consiste à ce que Begin lui envoie une lettre promettant de geler le développement des colonies pendant la période de transition. Et Carter se porte garant auprès de Sadat, par une autre lettre, que Begin s'est engagé à cela auprès de lui. Je vais revenir dans une seconde sur ce point qui a une certaine importance pour la suite de l'histoire. Alors, le traité avec l'Égypte, il sera appliqué. Il sera appliqué malgré les prédictions des pessimistes. Le nombre de gens, notamment les vrais spécialistes du Moyen-Orient vivant en France, moi je suis seulement un faux spécialiste, je pensais vraiment que un traité de paix entre Israël et l'Égypte était possible et était durable. D'ailleurs, je le disais même dans mon petit livre de 1974, qui est de la bibliographie du cours. Si vous avez
curiosité d'aller le voir. Mais c'était vraiment l'unanimité sur le fait que cette histoire, ça ne pouvait pas marcher. Ça a marché. C'était un traité bien fait qui sera appliqué ensuite malgré il y avait des Israéliens civils implantés dans le nord du Sinaï qu'il a fallu évacuer de force, que l'armée israélienne a évacué de force, qui ont fait un cinéma, que c'était scandaleux, qu'on abandonnait du territoire sacré, etc. C'était une mise en scène. L'assassinat de Sadat, qui est assassiné en septembre 81, donc avant que l'évacuation des territoires soit complétée, et malgré les conflits avec le Liban, les attaques israéliennes contre le Liban, qui posent un problème aussi, qui sont menaçants en 1982, juste avant l'évacuation finale des territoires, et à cause du problème de Taba. Alors, Taba, c'est un lieu dit en Égypte, proche d'Eilat, au bord du golfe d'Aqaba, où les Israéliens ont construit un hôtel de luxe pendant leur occupation. Et en 1982, quand ils évacuent tout le territoire, ils gardent Taba. Les Égyptiens demandent « qu'est-ce que c'est que ça ? Vous deviez évacuer tout le territoire ». Et les Israéliens vont prétendre que là, il y avait eu une erreur dans le tracé de la frontière et que, en fait, ça n'était pas du territoire égyptien, c'était du territoire d'abord de l'Empire ottoman et puis ensuite de la Palestine sous mandat britannique. Donc, c'est du territoire légitime israélien. Bon, avec des arguments historiques absurdes. Ça s'est réglé, ça a pris 7 ans, entre 1982 et 1989, pour que cette histoire ridicule, bon, jugement personnel, se règle. Le traité de paix prévoyait qu'en cas de désaccord entre les deux pays, on créerait une commission d'arbitrage avec un juge égyptien, un juge israélien, puis un juge neutre choisi d'un commun accord entre deux, etc., qui ont dû regarder des quantités de choses, y compris les papiers des officiers turcs et britanniques qui, vers 1907 ou 1908, étaient allés baliser la frontière entre l'Empire ottoman et l'Égypte à cet endroit-là, pour finir par conclure que Taba était vraiment en Égypte. Et donc, à partir de 1989, l'hôtel de Taba, il est en Égypte, et les Israéliens ont cessé de s'acharner sur ce sujet. C'est assez intéressant, cet truc sur cet épisode, cette anecdote, à propos de l'attitude des dirigeants israéliens qui est de chercher perpétuellement qu'est-ce qu'on peut récupérer. Les plus petits gains ne sont pas des gains négligeables. Il y a quelque chose comme ça dans la politique israélienne dans cette affaire. L'autre chose que ça montre, c'est que c'est un succès du traité de paix, puisqu'il y avait une procédure d'arbitrage pour régler ce genre de problème qui a été réglé de façon pacifique et de façon satisfaisante du point de vue de la justice. Donc l'épisode de Taba est la preuve que le traité de paix israélo-égyptien, c'est quelque chose qui marche. Le traité de paix ne va pas entraîner beaucoup de coopération entre les Israéliens et les Égyptiens. Il y aura très peu d'échanges entre les deux pays. Il y aura quelques touristes israéliens qui vont se rendre en Égypte, très peu d'Égyptiens qui vont faire du tourisme en Israël, quasiment personne. La paix va être une paix froide. Cette formule, elle a été utilisée par Boutros Ghali. Boutros Ghali, c'est un personnage assez intéressant. C'était un universitaire et journaliste égyptien spécialiste de relations internationales, qui accepte de devenir secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Égypte en 1977, quand Sadat annonce son intention de se rendre à Jérusalem, au Parlement israélien. Parce qu'une des premières conséquences en Égypte, c'est la démission du ministre des Affaires étrangères, qui est épouvanté par cette décision. On n'en avait pas parlé du tout à l'avance, et lui, il était épouvanté par ça. Alors donc, il a fallu le remplacer par quelqu'un d'autre, et
par Boutros-Ghali. Alors Boutros-Ghali n'a jamais eu le titre de ministre des Affaires étrangères. Il avait seulement le titre de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, une espèce de junior minister. Il y avait toujours... Boutros-Ghali est copte, il est chrétien, c'est un chrétien égyptien, et c'était dangereux pour Sadat et pour les coptes égyptiens de donner l'impression que cette politique qui était vue par certains Égyptiens comme une politique de trahison, que c'était fait par un copte. Pardon. Il y a toujours eu un ministre des Affaires étrangères musulman, officiellement en Égypte, mais le principal artisan de la politique extérieure de l'Égypte, sous Sadat, jusqu'en 1981. Et Boutros-Ghali va garder cette fonction sous le successeur de Sadat. Après l'assassinat de Sadat, Moubarak va lui succéder, et qui était vice-président. Et Boutros-Ghali sera, avec le président, avec les deux présidents successifs, l'un des trois concepteurs principaux de la politique étrangère de l'Égypte pendant toute cette période. Et c'est un homme qui a fait preuve d'intelligence et de courage dans cette période. Il sera ensuite secrétaire général de l'ONU à cause de la bonne réputation que lui avait donné son rôle dans cette période en Égypte. À mon opinion, il a été un secrétaire général assez médiocre pour l'ONU, mais il avait été un secrétaire d'État aux Affaires étrangères très remarquable, je trouve, pour l'Égypte. Et donc ce Boutros-Ghali, dont je suis heureux de faire l'éloge là maintenant, ce Boutros-Ghali a une formule, probablement au début des années 80, il a dit « La paix entre Israël et l'Égypte est une paix froide ». C'est la paix, c'est une paix complète, mais c'est une paix dans laquelle on ne coopère pas. Et je pense que la formule est bien trouvée, et la formule, c'est un choix juste de la part des Égyptiens. Je pense que c'était prudent pour les dirigeants égyptiens de ne pas chercher à multiplier les formes de coopération avec Israël à cause de la présence en Égypte d'un grand nombre de gens qui restaient très hostiles à Israël, d'un grand nombre de gens qui étaient hostiles au traité de paix. Il y a des gens en Égypte qui dénoncent le traité de paix. Le traité de paix, je crois, il a été accepté aussi par énormément d'Égyptiens avec un soupir de soulagement. Parce que finalement, pour l'avenir de l'Égypte, c'était beaucoup mieux. Mais il y avait beaucoup de gens en Égypte qui considéraient que cette politique était une trahison vis-à-vis de la nation arabe ou vis-à-vis du peuple palestinien. Et donc, multiplier les échanges ou les manifestations d'amitié avec Israël, c'était dangereux pour le gouvernement égyptien. La paix froide était plus prudente et plus sûre qu'une paix entraînant beaucoup plus de coopération. Je crois que la sécurité, quand on essaie de régler un conflit, la sécurité doit précéder l'amitié ou la coopération. Et que ce qu'a réalisé le traité de paix entre Israël et l'Égypte, c'est la sécurité de l'Égypte face à Israël, et que pour que la sécurité soit maintenue comme il faut, il ne fallait pas qu'il y ait trop d'interactions concrètes, notamment trop de touristes israéliens dont certains auraient été très désagréables, se seraient fait détester, ou d'autres auraient été victimes d'attentats par des Égyptiens qui pensent que la paix avec Israël est un scandale. C'était très difficile pour l'Égypte de développer des échanges intenses, une coopération intense avec Israël. Pour que la paix soit solide, il fallait que ce soit une paix froide. Et c'est une réussite jusqu'à aujourd'hui. L'accord global, au contraire, concernant les Palestiniens, lui, c'est un échec total. C'est un échec total à cause du refus de l'OLP, le fait que l'OLP le dénonce, et la Jordanie n'osait pas, à qui on attribuait un rôle, pas au démarrage du processus, la Jordanie n'osait pas se lancer dans cette affaire si elle était dénoncée par l'OLP. Les Palestiniens de l'intérieur qui auraient pu être tentés par ces élections pour avoir une autorité palestinienne dans les territoires occupés, tous ces gens-là
avaient peur du danger que ça représentait pour eux, le fait que ça soit dénoncé par l'OLP. L'OLP le dénonce parce elle revendique la position de seule représentante du peuple palestinien et que donc, par conséquent, elle doit être tout accord concernant les Palestiniens dont elle n'est pas partie est sans valeur. En 1993, l'OLP va avoir un accord avec Israël. Alors là, c'est acceptable aux yeux de l'OLP parce que c'est elle qui l'a négocié. J'en reparlerai dans une leçon ultérieure quand je parlerai de la perpétuation du conflit israélo-palestinien, mais certaines des clauses des accords d'Oslo de 1993 sont un peu moins bonnes que celles des accords de Camp David de 1978. Il y a eu 13 ans, 14 ans perdus, 15 ans perdus entre 1978 et 1993, qui fait que tout était devenu beaucoup plus difficile après 1993 que ce que ça aurait été si l'OLP en 1977 avait accepté de se taire, de dire discrètement au roi de Jordanie, allez-y, dites-nous comment ça se passe, cette négociation, organisez ces élections. On donnera notre avis discrètement sur qui sont des candidats acceptables ou pas, etc. pour cette autorité palestinienne. Il y avait un jeu jouable pour l'OLP dans cette affaire si ses dirigeants avaient été prêts à prendre le risque de ça. Il semble qu'il y a eu dans la direction de l'OLP des gens, notamment peut-être M. Mahmoud Abbas, l'actuel président de l'autorité palestinienne dans les territoires occupés, qui avait soutenu à l'intérieur, à porte fermée, pas du tout en public, une position ressemblant à celle que je décris maintenant. Mais la cause principale, pas de l'échec du projet de règlement du conflit israélo-palestinien, c'est le sabotage de cela par le gouvernement Begin. Au lendemain de la signature du traité de paix avec l'Égypte, Begin recommence à développer les implantations civiles dans les territoires occupés. Alors les Égyptiens disent aux Américains, enfin qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous avez envoyé cette lettre garantissant que Begin s'était engagé auprès de vous à ne pas augmenter la population civile juive dans les territoires occupés pendant la période de transition. Et Begin répond à ça, la période de transition, elle est finie. C'était la période de transition entre l'accord de Camp David et la signature du traité avec l'Égypte. Ce qui est une interprétation absurde, pas de ce problème. Cette interprétation absurde va être acceptée par les Américains qui sont lâches à ce moment-là. Carter a été assez courageux en convoquant la conférence de Camp David en septembre 1978, qui n'était pas du tout sûr de réussir. Et il a joué un rôle assez positif, assez intéressant dans cette négociation. Et là, il va être lâche. Bon, on est en 1979 et Carter a un problème très grave sur les bras au Moyen-Orient, au même moment, qui est la chute du Shah d'Iran et l'établissement de la République islamique en Iran. Et peut-être que c'est une part de l'explication du fait qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir en plus un conflit ouvert avec Israël. Et puis c'était dangereux pour sa réélection en 1980. Nous savons qu'il n'a pas été réélu à cause de l'Iran et du problème avec l'Iran. Mais bref, les dirigeants américains vont être lâches. Ils vont accepter l'interprétation que fait Begin de cet échange de lettres et la reprise du développement des implantations civiles israéliennes dans les territoires occupés était la meilleure preuve que la volonté de négociation du statut final des Palestiniens par le gouvernement israélien, ce n'était pas sérieux du tout. C'est mon interprétation, ce n'est pas seulement la mienne, c'est aussi celle de deux hommes que j'ai nommés tout à l'heure, Weizmann et Dayan. Weizmann, qui était ministre de la Défense
démissionne. Non, c'est Dayan qui démissionne le premier, je pense en octobre 79, et Weizmann en mai 80. Je ne crois pas que j'ai interverti les dates. Je corrigerai en bas d'écran si je me suis trompé. Et tous les deux démissionnent en expliquant leur démission par le fait qu'ils reprochent à Begin de ne rien faire pour appliquer vraiment l'accord de Camp David qui représentait une chance de paix sérieuse pour Israël avec l'ensemble de ses voisins. Alors, l'application du traité va avoir des conséquences pour l'Égypte, qui va être isolée dans le monde arabe. Tous les gouvernements arabes dénoncent l'Égypte, dénoncent la trahison de l'Égypte. L'Égypte est exclue de la Ligue arabe. La Ligue arabe quitte le Caire pour aller s'établir à Tunis, la capitale de la Tunisie. Certains gouvernements arabes qui font des déclarations véhémentes contre l'Égypte continuent à coopérer avec elle tranquillement parce qu'ils pensent que c'est en fin de compte un gouvernement assez rassurant, notamment l'Arabie saoudite, garde des transactions financières, etc., avec l'Égypte bien tranquillement, malgré la dénonciation publique. Sadat est assassiné en septembre 1981. Beaucoup de gens s'acharnent à vouloir que cet assassinat soit la conséquence du traité de paix. Sadat a été assassiné par des islamistes égyptiens qui lui reprochaient l'arrestation de grand nombre d'islamistes égyptiens qui avaient été arrêtés quelques semaines plus tôt en Égypte. Le lien avec le traité de paix avec Israël n'est pas du tout évident. Mais les gens qui disaient le traité de paix ne peut pas s'appliquer, je dirais, voient dans l'assassinat de Sadat la confirmation de leur diagnostic. Vous lirez ça très très souvent, pas que Sadat a été assassiné à cause du traité de paix avec Israël. C'est une interprétation, et une interprétation qui n'est pas du tout évidente. Il y a une autre interprétation qui est beaucoup plus plausible, beaucoup plus simple. La transition se passe bien, le vice-président lui succède. L'Égypte est un pays où le pouvoir n'est pas démocratique, mais il est institutionnel. Lorsque Nasser est mort, alors qu'on ne s'y attendait pas, en 1970, c'est son vice-président, Sadat, qui lui succède. Lorsque Sadat est assassiné en 81, c'est son vice-président, Moubarak, qui lui succède. Et Moubarak va continuer la politique de Sadat et va s'arranger pour organiser la réconciliation avec les États arabes. Et il va y arriver très très bien. Ça va être facilité par le fait que Sadat, pendant toute la période où les autres gouvernements arabes l'attaquent et l'injurient, pensait que la meilleure défense pour lui, c'était de contre-attaquer. Et lui aussi injuriait les gens qui l'injuriaient. Moubarak n'avait jamais fait ça. Il n'a pas besoin de le faire. Il peut rétablir tranquillement des relations avec les autres États arabes. Mais ce qui va aider le plus Moubarak, c'est la guerre entre l'Irak et l'Iran qui commence à ce moment-là, et pour lesquels les autres États arabes, qui sont très inquiets à l'idée que l'Iran pourrait gagner la guerre contre l'Irak et qui comptent sur le soutien de l'Égypte. On ne peut pas à la fois être hostile à l'Égypte et avoir une menace iranienne de l'autre côté. Donc en fait, pas dans les années 80, l'Égypte, en mai 89, est réintégrée dans la Ligue arabe et le siège de la Ligue arabe revient au Caire en septembre 1990. De la même façon que je pense que si Nasser n'était pas mort, il aurait essayé de faire le même genre de politique que fera Sadat, en ayant plus de difficultés pour la faire. Je crois que si Sadat n'était pas mort, il aurait fait la même politique
que Moubarak d'essayer de se réconcilier avec les États arabes et qu'il aurait eu plus de mal à le faire pour les raisons que je vous indiquais à l'instant. Pas que Moubarak avait un passif moins grave dans ses relations avec les différents chefs d'État arabes. Alors, le traité de paix entre Israël et l'Égypte est le plus grand, le plus important de tous. C'est parce que ce traité a été signé et a duré qu'il n'y a plus de guerre interétatique. Il y a encore des éléments de guerre, je vais y revenir dans une minute, mais il n'y a plus de guerre interétatique entre Israël et les États arabes. Mais il y a d'autres traités de paix. Le deuxième plus important, c'est le traité de paix avec la Jordanie. Alors, la Jordanie a été en paix non déclarée avec Israël depuis très longtemps. Je vous ai dit déjà pas que la Jordanie est, avec Israël, un des deux bénéficiaires de la guerre de 1948, qui a agrandi son territoire en annexant la Cisjordanie. La Jordanie est un des pays qui a intérêt au maintien du statu quo. On pourrait l'améliorer un peu, mais au total, il ne faut pas essayer de bouleverser cela dans l'intérêt de la Jordanie. Il y a cette connivence israélo-jordanienne depuis très longtemps. Il y a des formes de coopération secrète entre Israël et la Jordanie, très fréquentes. Il y en avait avant 1956 un peu. Il y en aura beaucoup entre 1957 et 1967. Alors, en 1967, il y a cette erreur politique très grave du roi Hussein d'accepter l'entrée en guerre de son pays contre Israël. Les relations avec Israël vont se rétablir ensuite. Il va y avoir l'épisode de 1970 où il y a une révolte palestinienne en Jordanie, une répression des organisations palestiniennes par l'armée jordanienne. Il y a une intervention de l'armée syrienne, je vous en ai parlé un tout petit peu. Il y a une menace d'intervention de l'aviation syrienne et il y a une menace de l'aviation israélienne pour bloquer la menace de l'aviation syrienne. Israël se comporte comme si la Jordanie était un protectorat, avait intérêt comme si Israël avait intérêt à ce que la Jordanie garde le contrôle de son propre territoire et soit protégée contre la Syrie. En octobre 1973, le roi Hussein se retrouve face au même genre de problème qu'en 1967. Il y a une grande guerre israélo-arabe. Qu'est-ce que lui peut faire pour ne pas être accusé de trahison par les autres Arabes? Alors là, il sait qu'il ne faut pas qu'il refasse la même erreur qu'en 67, d'entrer dans la guerre. Il faut qu'il trouve autre chose. Et il a trouvé quelque chose qui était, assez féroce pour certains de ses soldats, mais assez habile politiquement. Il envoie une part importante de son armée en Syrie pour aider les Syriens. Il y a des Jordaniens qui ont combattu en Syrie contre les Israéliens en 1973. Et évidemment, puisqu'il fait ça, on ne peut pas l'accuser de trahison de ses frères arabes. Et en faisant ça, il donne aux Israéliens la meilleure garantie, sans rien dire, la meilleure garantie qu'il ne va pas les attaquer. Là où ça ferait vraiment mal, c'est-à-dire à Israël, c'est-à-dire soit sur le Jourdain, soit à la frontière entre Israël et la Jordanie. Pas comme habileté pour se sortir d'une situation dangereuse, c'est très remarquable, c'est beaucoup plus remarquable que la décision prise en 1967. Au cours des années 80, donc la paix non déclarée continue entre Israël et la Jordanie. Au cours des années 80, la Jordanie, il va y avoir une série de déclarations successives dans lesquelles la Jordanie exprime clairement qu'elle considère qu'elle n'a plus ni de revendication, ni de responsabilité concernant la Cisjordanie. Pas que les habitants de la Cisjordanie, ce sont des Palestiniens, et que le problème palestinien doit être réglé, mais que ce n'est plus la responsabilité de la Jordanie. En 1993, l'OLP va accepter de signer un accord avec Israël. Donc, à partir de ce moment-là, la Jordanie peut signer un traité de paix avec Israël. Elle est en paix depuis longtemps, mais il n'y a pas de traité. Il faut signer un traité de paix avec Israël
la Jordanie peut le faire sans être accusée de trahison des Palestiniens, puisque l'OLP elle-même négocie avec Israël. Et donc ce traité de paix, il est signé le 26 octobre 1994, et il confirme la frontière de fait entre Israël et la Jordanie telle qu'elle existait finalement depuis 1948, si on exclut plus le Jourdain, n'est-ce pas, qui est la limite entre la Cisjordanie et la Jordanie. Alors, la paix entre les États arabes a connu des développements tout à fait récents au cours de l'année 2020, début de l'année 2021, que je mentionne rapidement. Il y a 2 pays arabes qui ont des relations discrètes avec Israël depuis très longtemps. L'un, c'est le Maroc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. L'autre, c'est Oman, dans la péninsule arabique, là au sud-est de la péninsule arabique, sur l'océan Indien. Oman n'était pas un État indépendant en 1948. Oman n'a jamais été en guerre contre Israël, le Maroc non plus. Et ces 2 pays, sans avoir de relations officielles avec Israël, ont en fait des bonnes relations discrètes depuis très longtemps. Avec l'Arabie saoudite, des relations de coopération discrètes, là aussi, se sont développées sûrement depuis 2010, peut-être depuis plus longtemps, je ne suis pas sûr de cela. Cette coopération se développe principalement dans le cadre de l'hostilité commune des 2 pays contre l'Iran. Les Israéliens, j'aurai l'occasion d'en reparler, considèrent l'Iran comme la menace principale contre eux depuis longtemps maintenant. Pour l'Arabie saoudite, c'est une vraie préoccupation. L'Iran, c'est une préoccupation plus naturelle pour l'Arabie saoudite que pour Israël. Je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard. Mais bref, puisque ces 2 pays qui ont tous les 2 de bonnes relations avec les États-Unis, des relations étroites même avec les États-Unis, et qui sont hostiles à l'Iran, il y a des formes de coopération entre Israël et l'Arabie saoudite au cours de l'histoire récente. En 2020, le président américain est parvenu à obtenir la signature de traités de paix entre Israël d'une part et les Émirats arabes unis et Bahreïn d'autre part. N'est pas un gros émirat, les Émirats arabes unis, et puis un tout petit émirat, Bahreïn, qui est juste une île, pas dans le Golfe Persique. Alors là aussi, c'est des pays qui n'ont jamais, il n'y a jamais eu un soldat de ces pays-là à combattre contre les Israéliens. Ils n'ont jamais été vraiment en guerre contre Israël, mais ils ont là un vrai traité de paix avec des échanges de relations diplomatiques, etc. Et à la fin de 2020 et au début de 2021, ces traités sont suivis par des accords de normalisation des relations entre Israël et le Soudan, et entre Israël, le Maroc et Oman, les 2 pays qui en fait étaient des pays avec lesquels Israël avait de bonnes relations depuis longtemps, qui acceptent de déclarer officiellement qu'ils ont des relations diplomatiques normales avec l'État d'Israël. Alors, en conclusion de ce chapitre sur les guerres israélo-arabes, il n'y a pas eu de guerre interétatique entre Israël et un État arabe depuis 1973. Et le conflit entre Israël et les États arabes, il est presque complètement terminé depuis le début des années 1980, je dirais, depuis que le traité de paix entre Israël et l'Égypte est appliqué complètement. Les éléments de conflit qui subsistent entre Israël et les États arabes sont faibles ou marginaux. Ce qu'il y a encore, c'est un conflit israélo-palestinien, qui lui n'est pas terminé du tout et qui même s'aggrave pendant la période qui suit la fin du conflit israélo-arabe au sens du conflit interétatique, qui était l'objet de ce
troisième chapitre du cours. La poursuite du conflit israélo-palestinien, j'en parlerai au chapitre 7, donc nettement plus tard, et ce conflit israélo-palestinien, il s'étend en partie sur le territoire du Liban. Et c'est le Liban qui était pendant longtemps, jusqu'en 1967, le Liban est le pays arabe pour lequel le conflit avec Israël a le moins de conséquences. Et le Liban est devenu, depuis 1975, le pays arabe pour lequel le conflit avec Israël a le plus de conséquences. Avec les Palestiniens, bien sûr, mais ce n'est pas l'État libanais qui fait la guerre à Israël. C'est l'État d'Israël qui fait la guerre sur le territoire du Liban. Et ça, c'est ce dont je vais parler dans le prochain chapitre. Donc, dans la prochaine leçon, nous allons commencer à reprendre la question des conflits internes du Liban et des guerres du Liban et des interventions étrangères dans les guerres du Liban. Je vous remercie de votre attention.